Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons voir c'est quoi les règles qui régissent la création des postes ainsi que l'acquisition de la permanence. Pour bien comprendre la création des postes, il faut d'abord savoir que les postes sont offerts par discipline. OK? Donc, je sais pour la plupart des gens, département et discipline, c'est la même chose parce que chaque discipline a un département, mais il existe aussi, par exemple, sciences sociales, qui contient un département qui contient plusieurs disciplines. À ce moment-là, en sciences sociales, ben, chaque discipline va avoir un certain nombre de postes reliés à celle-ci. À chaque année, le nombre de postes peut changer. Fait que ça veut donc dire que selon les prévisions d'effectifs étudiants, ben une année il peut avoir un peu plus de postes ou un peu moins de postes. En fait, ultimement, c'est le nombre d'enseignants qui est prévu pour enseigner dans une discipline qui va permettre de déterminer le nombre de postes. Et ce nombre-là, ben, évidemment, vient du nombre de prévisions d'effectifs étudiants. Si vous avez un départ à la retraite dans votre discipline, ben, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une création de poste automatique. Parce que dans le fond, ça se pourrait que votre collègue parte à la retraite et en même temps, il y a une diminution d'effectifs étudiants. Fait qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas de nouveaux postes d'affichés pour l'année suivante. Fait que c'est très important qu'il y ait une analyse qui soit faite. Cette analyse-là est faite en CRT, au Comité des relations de travail. Vous avez des représentants syndicaux, de la partie syndicale du CRT, qui va analyser à 3 moments pour l'année d'engagement suivante. Donc, par exemple, si on est le 31 mai 2025, on va analyser les prévisions d'effectifs étudiants pour l'année 2025-2026 afin de savoir combien de postes sont nécessaires dans chacune des disciplines. Le 4 août, il y a une autre date importante, là, mais celle-ci concerne seulement s'il y a des départs à la retraite parce que l'effectif étudiant n'a pas nécessairement beaucoup changé. Mais par contre, la dernière date, le 30 septembre, ben là, la rentrée d'automne a eu lieu. Fait qu'on est capable en CRT de voir s'il y a eu une évolution d'effectifs étudiants qui pourrait justifier la création de postes supplémentaires. Puis c'est important, il n'y aura pas de postes qui vont être fermés en date du 30 septembre. Là, c'est seulement des postes qui peuvent s'ajouter. Donc, si on se rend compte que le poste n'aurait pas dû être donné, il ne sera pas enlevé au titulaire. Okay? Il va rester quand même à la personne pour l'année. Un poste, en passant, c'est nécessairement annuel. Okay? C'est impossible d'avoir un poste pour une session, un poste et pour une année d'engagement. Donc, par exemple, les postes pour l'année 2025-2026 ben, couvrent la session d'automne 2025 ainsi que la session d'hiver 2026. L'ouverture de postes se fait en fonction de la moyenne du nombre d'enseignants estimés nécessaires. Okay? C'est une formule mathématique, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais là, évidemment, comme je le disais, cette formule-là va dépendre de la prévision d'effectifs étudiants. Plus il y a d'étudiants, ben, plus la formule va donner un grand nombre de profs nécessaires pour la discipline. Et à partir de ça, ben, selon certaines règles, des règles d'arrondissement, on va être capable de savoir c'est quoi le nombre de postes dans une discipline. La première règle, c'est si la partie fractionnaire est plus petite que 0,9, ben, il faut arrondir à l'entier inférieur. C'est dommage, là, mais c'est une règle un petit peu conservatrice, okay, pour protéger. Parce que si, par exemple, j'ai besoin de 8,5 enseignants dans une discipline, ben en fait, je vais donner 8 postes, OK, parce que je suis inférieur à 0,9, ce qui est logique parce que finalement, il y aurait un prof à temps partiel. Par contre, si on atteint la fraction à 0,9, donc si par exemple j'ai 12,92, ben à ce moment-là, on aurait 13 postes. Ici, j'ai un exemple d'attribution de poste dans plusieurs disciplines. Si on regarde la première ligne dans la discipline A, la formule qui dépend du nombre d'étudiants prévus. Okay, me donne qu'on a besoin de 14,56 profs à l'automne. Okay, c'est une formule mathématique qui dépend de combien il y a de cours dans la discipline, qui dépend de combien il y a d'étudiants maximum par groupe, qu'il y a combien d'heures par semaine, puis ainsi de suite. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques de ça, mais sachez que c'est une formule qui prend
entre autres, considération de la prévision d'effectifs étudiants. Fait que supposons qu'on me prévoit 14,56 à l'automne et 15,77 à l'hiver, ben notre nombre de profs moyens, la moyenne des deux chiffres, me donne 15,17 et à ce moment-là, on va ouvrir 15 postes dans la discipline, okay, étant donné qu'on est en bas du 0,9. Dans la discipline B, cette fois-ci, on était à 12,92 en termes de nombre moyen, fait qu'on peut se permettre d'arrondir à 13 enseignants. Pour la discipline C, on a un 9, même si 9,82 semble assez élevé. Puis probablement que dans cette discipline-là, il va y avoir sûrement 10 personnes qui vont travailler. Okay? Les postes, qu'est-ce que ça fait en principe? C'est que ça vous donne l'assurance d'avoir un temps plein pour l'année. Il peut y avoir d'autres enseignants qui n'ont pas de poste, mais qui sont quand même annualisés. Okay? On va parler d'annualisation, on va en parler un petit peu plus dans la prochaine capsule. C'est comment on fait pour être annualisé, là. Mais sachez qu'avoir un poste n'est pas obligatoire pour être à temps plein. Il y a énormément d'enseignants qui sont quand même à temps plein sans avoir de poste. Et pour terminer mon exemple, j'avais la discipline D qui, cette fois-ci, va donner un 5 quand on va arrondir, vu qu'on est en bas de 0,9. Et puis, ça peut arriver que dans la discipline D, même si ça donne seulement 5, il y a peut-être 6 enseignants qui vont travailler à temps plein, peut-être 7, peut-être 8. Il peut avoir des congés. Okay? La formule qui donne le nombre de postes ne tient pas compte de tous les congés parentaux, par exemple, ou congés sans salaire qu'il peut avoir. Parce que le principe est simple, c'est que après un certain nombre d'années sur un poste, c'est possible d'obtenir une permanence. Fait que la formule ne permet pas d'ouvrir des postes lors d'un congé maladie ou lors d'un congé parental ou d'un congé sans salaire, parce que si un prof acquiert sa permanence de cette façon-là, lorsque le titulaire revient, ben on se ramasserait avec trop d'enseignants dans une discipline. Fait que sachez que aussi il existe le programme volontaire de réduction de temps de travail, PVRTT, l'acronyme qu'on entend un petit peu plus souvent. Ça permet de réduire la tâche d'un enseignant. Comme par exemple, moi, si je suis permanent, je pourrais dire l'année prochaine, je vais enseigner seulement à 80% de tâches. Ça voudrait dire que j'aurais aussi 80% de mon salaire, mais petite parenthèse comme ça, c'est quand même intéressant parce que vous cotisez à 100% pour votre fonds de pension pour le REGOP lors d'un PVRTT. Fait que mettons que je décide d'enseigner à 80% de tâches, ben ça veut dire qu'en bout de ligne, il va y avoir une personne non permanente qui va enseigner le 20% qui manque. Là. Cette personne-là ne sera pas engagée juste pour 20%, là, ça va se recoller à d'autres fractions de tâches restantes qu'il y a. Mais bon, ça fait en sorte que dans un gros département, okay, je pense par exemple à français, philo, il y a plus de chances évidemment qu'il y ait des PVRTT vu qu'ils sont plus nombreux. Fait que ça fait en sorte que le nombre de personnes réelles qui sont à temps complet est beaucoup plus élevé que le nombre de postes qu'il pourrait y avoir. Et c'est aussi ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de précarité dans le milieu collégial. Et ça, c'est sans compter tous les projets pédagogiques qui ne peuvent pas ouvrir de postes, là, ainsi que les ressources syndicales, parce que la libération syndicale, cette année, il y a des enseignants de français, par exemple, qui ont une libération syndicale. L'année prochaine, ben, peut-être que finalement, ils vont être remplacés par d'autres enseignants de d'autres disciplines. Fait que ça fait en sorte que les postes ne peuvent pas ouvrir dans la discipline de français. Maintenant qu'on a expliqué comment c'est déterminer le nombre de postes, ben, il faut assigner les postes. Pour assigner les postes, c'est pas compliqué du tout. Il faut se fier à la liste d'ancienneté. Fait que si dans une discipline, nous avons 8 postes, ben, c'est les 8 premières personnes de la liste d'ancienneté qui vont avoir des postes. Ça peut arriver parfois, parce que je vous avais dit, le nombre de postes va varier d'année en année. Fait que ça peut arriver que quelqu'un a acquis sa permanence parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'étudiants dans un programme quelconque, mais finalement, ça l'a baissé. Donc, la personne est permanente, mais le nombre de postes ne se rend pas à lui.
Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? On appelle ça MED, on appelle ça une mise en disponibilité. La personne MED a une protection salariale là, qui va aller jusqu'à 80% de protection. Ça se peut qu'elle enseigne parce que ça se peut que finalement il y ait aussi des congés, des PVRTT, des libérations pour des projets pédagogiques dans son département. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire que le MED n'enseignera pas. Ça se pourrait qu'il soit résorbé, comme on dit dans le jargon. Donc, à ce moment-là, il y aurait 100% de son salaire, mais ça se peut aussi que malheureusement, il n'y ait plus aucune tâche pour lui, qu'il n'y ait pas de cours à donner. Ben là, à ce moment-là, comme je disais, il y aurait une protection salariale de 80% de son salaire et devrait faire des tâches administratives là, qui seraient déterminées en CRT. Je dis administrative, là, mais qui a quand même rapport à son département, là, des tâches départementales, des projets de réussite, des projets éducatifs, ainsi de suite, ça sera déterminé. Dernier cas de figure de cette diapositive-là, si une personne qui occupe un poste est absente pour l'année au complet, parce que par exemple, elle a pris un congé sans salaire qui est prévu d'avance pour l'année au complet. Normalement, il faut que ça soit su d'avance, approuver ces congés-là. Fait qu'à ce moment-là, une charge de remplacement à temps complet pourrait être ouverte. Ça donne pas de permanence, ok? Ça permet pas d'atteindre la permanence, une charge de remplacement à temps complet. Ce que ça veut dire, c'est que la personne va remplacer quelqu'un qui est titulaire d'un poste, donc est assuré d'avoir un salaire annuel, est assuré de travailler à temps plein, mais ça s'arrête là comme avantage. Dans cette diapositive-là, on fait une analyse, un cas d'attribution des postes, là, un peu plus concret. Donc, j'ai pris ma discipline, moi j'enseigne en physique, fait que on avait à l'automne 2022 vers 2023, vous voyez les nombres, fait qu'on arrive à 9,62 quand on fait la moyenne des deux. Fait que comme je vous ai dit tantôt, on arrondit à la baisse, fait que ça va me donner 9 postes. Fait que je m'en vais sur la liste d'ancienneté. Fait que la liste d'ancienneté, en passant, vous la recevez chaque année. On va en parler tantôt dans la prochaine capsule. Mais dans le fond, vous voyez ici qu'il y a déjà 8 personnes qui sont identifiées réguliers temps complet, qui sont permanents. Fait que la 9e personne, qui est Alexandre Élargi Ndobé Soso, dans cet exemple-ci, n'est pas encore permanente. Fait que là, avec cette poste-là, il va avoir un poste. Est-ce qu'il va devenir permanent? Je vais y répondre à la prochaine diapositive. Parce que ce n'est pas nécessairement parce que vous avez un poste que vous allez devenir permanent. Pour devenir permanent, il faut remplir certaines conditions. Et les conditions pour obtenir la permanence, ben, vous les voyez dans ce tableau-ci, qui est un très bon résumé de la convention collective. Mais d'abord, je veux insister, peu importe la ligne que vous regardez là-dedans, il y a nécessairement besoin d'avoir un poste. Okay? Donc, c'est impossible, quelqu'un qui n'a pas de poste, c'est impossible d'avoir la permanence. Okay? C'est déjà arrivé qu'il y a des enseignants qui avaient 15 ans, 20 ans d'ancienneté qui étaient toujours sans permanence. C'est pas souhaitable, là, évidemment. On souhaite que ça arrive le moins souvent possible, mais ça peut arriver. Parce que, comme je disais tantôt, supposons un département quelconque où ce que quelqu'un prend des PVRTT à chaque année, okay, qu'il y a plusieurs enseignants, mettons, qui prend des PVRTT à chaque année, puis qu'il y a des libérations syndicales dans ce département-là, ben, ça peut arriver que la dernière personne en bout de liste, ben, elle n'ait pas de poste pendant des années, donc qu'elle ne devienne jamais permanente. Fait que si on regarde un petit peu plus en détail, la première façon la plus rapide, c'est de l'avoir dès la 3e année. Fait que d'avoir 2 contrats consécutifs sur poste, c'est extrêmement rare que ça arrive, okay? C'est extrêmement rare que la première année d'engagement, vous soyez déjà sur poste, mais ça peut arriver. Okay? Surtout dans le cas de nouveaux programmes là, qui sont créés, la personne est engagée et directement sur un poste, ben, la 3e année, elle a directement sa permanence. Mais pour les disciplines qui sont un petit peu plus anciennes, là, ben, malheureusement, c'est pas ce scénario-là qui se produit souvent. Deuxième ligne, on voit que ça peut être aussi une année qui n'a pas de poste. Bon, ben là, la convention permet quand même d'avoir la permanence au début de la 4e année. Puis en passant, vous voyez, c'est dès la signature du contrat. Fait que la signature du contrat se fait à l'automne. Okay? Fait que là, quand on voit la 2e ligne 4 ans, ben ça serait au début de la 4e année que le poste serait, que la permanence serait acquise.
On a aussi une clause sur la troisième ligne du tableau qui dit de 3 contrats consécutifs à temps complet, dont 2 à l'enseignement régulier. La plupart d'entre vous, vous enseignez de toute façon seulement au régulier. Là. On a une formation continue assez petite au Cégep de l'Outaouais. Mais bon, fait que si vous avez 3 contrats consécutifs à temps complet, ben, vous avez votre permanence à la quatrième année qui suit ceci. Même chose, ça pourrait arriver qu'il y ait une année qu'il n'y ait pas de poste, ça peut quand même vous donner un poste. Et finalement, les deux dernières lignes, je vous dirais que c'est pas mal ça qui arrive le plus souvent. Fait que attirez votre attention sur les deux dernières lignes du tableau. Là. Si vous avez puis 3 années d'ancienneté cumulée, ben, dès la signature du deuxième contrat sur poste, ben, vous avez votre permanence. Ou encore, si vous avez 5 ans d'ancienneté, dès le premier contrat de poste, ben, vous avez automatiquement votre permanence. Là, c'est sûr qu'il faut retourner dans ces vieux contrats pour savoir, parce que là, si ça fait plusieurs années que vous êtes au cégep, vous ne savez pas nécessairement à chaque année si vous étiez sur poste ou pas. L'information est disponible sur votre contrat. Quand vous regardez vos contrats que vous recevez par courriel, il y a toujours des cases en haut du contrat. Il y en a une que c'est marqué poste disponible. Donc, si cette case-là est cochée, ben, ça veut dire que pour l'année, vous êtes sur un poste. Sinon, ben, c'est toujours possible de demander à l'organisation scolaire là, pour savoir, ou aux ressources humaines pour avoir vos anciens statuts. Là, mais de façon efficace, c'est plus facile d'aller voir sur vos anciens contrats.